Pour te donner un ordre d'idée sur la comparaison qu'on peut faire avec les disques durs actuels, sur un disque dur standard, pour un bit d'information, tu as besoin, ça dépend du système de stockage, mais entre 100 000 et 1 million d'atomes pour stocker un seul bit d'information. Et là, ce qu'on te dit, c'est qu'un bit d'information, on le met sur un atome. C'est-à-dire qu'en gros, toute la bibliothèque d'iTunes aujourd'hui, tu pourrais le mettre sur un système de stockage qui ferait la taille d'une carte de crédit. Salut à tous chers abonnés, ici Gaëtan de The Flares et on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast La Prospective. Dans cet épisode, je reçois Xavier Vasque. Il est CTO d'IBM France, c'est un data scientist et il est à la tête d'un laboratoire de recherche en neurosciences. Cette conversation s'oriente autour de 3 sujets. L'informatique classique, l'informatique quantique et l'intelligence artificielle, avec notamment les différents projets que IBM est en train de mener. Comme d'habitude, si vous aimez ce que nous faisons, n'hésitez pas à partager la vidéo, le podcast, à aimer, à mettre des commentaires et à partager au plus grand nombre, c'est le plus important. Mais également, vous pouvez devenir un tipeur pour ceux qui veulent vraiment nous soutenir très très fort. Voilà. En attendant, je vous dis bon podcast, c'est parti. Bienvenue sur le podcast de The Flares. Donc merci Xavier d'avoir accepté mon invitation pour discuter essentiellement alors de IBM, de ton travail à IBM, de l'informatique en général, de l'informatique quantique et aussi de l'intelligence artificielle. Donc, mais avant de commencer, j'aimerais savoir sur quoi travailles-tu et quel est ton parcours? Déjà, merci beaucoup Gaëtan de m'avoir invité pour cette discussion. Alors mon parcours, on peut commencer par les études, on va dire. Donc j'ai un master de mathématiques appliquées, spécialité probabilité et statistique. J'ai aussi un doctorat en neurosciences où en fait j'ai étudié des mécanismes d'action d'une technique neurochirurgicale qui s'appelle toujours la stimulation cérébrale profonde. Ça consiste à mettre des électrodes très profondément dans le cerveau, dans certaines zones, pour essayer de traiter un certain nombre de pathologies du mouvement. La plus connue étant la maladie de Parkinson, mais aussi des maladies rares comme la dystonie. Puis en parallèle de ma thèse, j'ai fait une école d'ingénieur en informatique, donc parce que quand on fait des modèles mathématiques, eh bien on a besoin d'implémenter tout ça, donc c'était vraiment utile. Et donc j'ai un profil un peu de chercheur puisque j'ai travaillé à l'INSERM CNRS, donc des unités mixtes qui étaient au CHU de Montpellier. J'ai fait l'école polytechnique fédérale de Lausanne en tant que chercheur, donc j'avais la responsabilité de 2 équipes qui étaient data analyse et ce qu'on appelait à l'époque brain atlasing. Et donc, je continue toujours à faire de la recherche dans ce domaine. Donc, en gros, c'est application de modèles mathématiques, notamment d'intelligence artificielle, pour mieux comprendre un certain nombre de mécanismes dans le cerveau. Et puis récemment, je suis aussi le titulaire de la chaire des sciences et technologies cognitiques à l'École nationale supérieure de cognitique à Bordeaux. Je ne sais pas si tu connais, mais c'est une école assez sympa qui forme des ingénieurs aux valeurs éthiques, environnementales et place l'humain au centre de l'innovation, ce qui est je dirais une approche vraiment sympa. Et puis chez IBM, je suis data scientist et donc ça c'est une de mes casquettes. Donc je fais des projets autour de la data science et de l'intelligence artificielle. Et puis je suis le CTO d'IBM Technologies en France. Donc ça veut dire que j'ai la responsabilité de toutes les équipes techniques de ce qu'on appelle IBM Technologies dans tous les domaines. Donc on va retrouver la donnée, l'intelligence artificielle, les grands systèmes, le cloud, l'automatisation, la sécurité. Et donc, pour donner un petit peu le profil des équipes, il y a des data scientists, des ingénieurs de données, des développeurs, et il y a des designers, des spécialistes, des architectes. Donc, je vais pas tous te les citer, mais voilà, qui travaillent dans différents domaines, notamment le quantique, tu l'as cité tout à l'heure. Ok, parfait. Et donc, justement, pour parler d'IBM, qui est un grand groupe que beaucoup de gens connaissent, le nom est connu, c'est très célèbre. Mais je pense qu'il y a une histoire intéressante avec IBM, notamment l'impact qu'a eu cette entreprise dans l'histoire de l'informatique. Est-ce que tu pourrais peut-être résumer un petit peu d'où vient IBM, quand est-ce que ça a été fondé et son impact? Tu as combien de temps là? Tu sais qu'IBM c'est une entreprise plus que centenaire. Je sais pas quel âge tu as, mais elle est née en 1911, donc ça te donne une idée de la longue histoire d'IBM. Ce qui est intéressant dans IBM, c'est que c'est une entreprise qui a plus de 100 ans et qui est une entreprise de technologie. C'est-à-dire, on sait que quand tu regardes le marché, les entreprises de techno, ça va très vite, il y a plein d'innovations, il y a toujours des nouvelles choses. Et pourtant, IBM, qui est né en 1911, a toujours su se réinventer et effectivement contribuer à l'histoire de l'informatique. Donc, pour la petite histoire, IBM, c'est la fusion de quelques entreprises. On appelait ça à l'époque
Internal Time Recording Company, Tabling Machine Company. Et en fait, le premier nom d'IBM, c'était CTR, Computing Tabling Recording Company. Et en fait, en 1914, un des fondateurs d'IBM, qui est Thomas Watson, eh ben, il a été recruté et il a transformé CTR en IBM, qui à l'époque voulait dire International Business Machine. Et donc c'est en 1924 que IBM le nom IBM est né, et c'était un 14 février, donc le jour de la Saint-Valentin. Je sais pas s'il y a un lien particulier avec ça, mais en tout cas, c'est à ce moment-là que c'est apparu. Mais il y a beaucoup d'innovations qui ont émergé d'IBM. Alors le premier, je dirais quelques exemples. En 1943, il y a eu le premier calculateur universel. On l'appelait Mark I. Et en fait, c'est le premier calculateur numérique américain, et surtout, c'est le premier modèle qui était entièrement automatique. Et alors, tiens-toi bien, parce qu'il était d'une puissance phénoménale, puisqu'il était capable de faire 3 additions ou 3 soustractions par seconde. Donc, c'était une prouesse à l'époque, en 1943. Et puis après, ça enchaînait un certain nombre d'innovations. Donc, en 66, tu vois, tu as la mémoire vive, des RAM, qui est en fait la première mémoire avec des transistors. Tu as l'invention des fractales, je sais pas si ça te parle, mais c'est très utilisé dans l'astronomie, la médecine, les télécommunications, et c'est Benoît Mandelbrot, qui est d'ailleurs un chercheur français qui travaillait chez IBM et qui a inventé les fractales en 67. Il y a eu l'invention des mainframes, donc les grands systèmes, et qui ont permis, notamment en 69, d'aider Edwin Aldrin et Louis Armstrong à se poser sur la Lune, donc c'est quand même pas mal. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, les mêmes ingénieurs qui ont inventé les mainframes ont recalculé la trajectoire d'Apollo 13 à l'époque pour guider en fait le module qui était un peu en perdition dans son retour vers la Terre. Donc c'est quand même pas mal. Donc il y a une vraie histoire autour on va dire, des systèmes et des calculs qui ont été faits pour poser les astronautes sur la Lune. Ensuite, il y a un truc qui doit te parler, c'est le code barre. Tu vois, le lecteur optique pour lire les codes barres, ça a été inventé par IBM, et c'est encore toujours d'actualité. Donc c'est assez impressionnant. Il y a ce qu'on appelle par exemple le microscope à effet tunnel. Donc c'est en fait une technique qui permet de voir les atomes et même de les manipuler. Et donc IBM a eu un prix Nobel là-dessus. 2 chercheurs d'IBM qui ont eu un prix Nobel en 86. Et le microscope a été inventé en 81. Et en fait, ça a ouvert la voie à tout ce qui est nanotechnologie. 81, tu as le laser à Excimer, ils appellent ça, ce qui en fait permet de couper la peau avec une grande précision, une extrême précision, mais sans abîmer les tissus adjacents. Et donc, ça a permis d'ouvrir la voie à des opérations sur l'œil, donc correction de la myopie, traiter des anévrismes cérébraux. Donc, il y a une grande histoire, on va dire, autour du laser. Et puis en 86, il y a aussi quelque chose qui a été important, qui est la supraconductivité. Tu sais, c'est les matériaux qui ne font pas de résistance, qui n'ont pas de résistance. Et en gros, on a fabriqué une céramique qui présente les mêmes caractéristiques que la supraconductivité à des températures qui vont jusqu'à moins 238 degrés Celsius. Donc c'était extrêmement froid. Et tu verras, si on parle du quantique, que la supraconductivité, ça a un rôle plus qu'essentiel. Et puis, plus récemment, plus connu, il y a eu Deep Blue qui a battu Kasparov aux échecs, c'était en 96. Il y a eu Watson avec le jeu Jeopardy en 2011. Et donc, c'est une entreprise centenaire qui a beaucoup innové, qui s'est beaucoup réinventé. Il y a eu 6 Turing Awards, 6 prix Nobel. Donc, il y a eu vraiment des faits marquants en termes de technologie. Et puis, il y a eu même je fais une petite aparté, mais des innovations, même socialement. Thomas Watson, quand je t'en parlais tout à l'heure, il a imposé l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes en 35. Je sais pas si tu t'imagines, mais c'est quand même assez tôt. Il a introduit la semaine de 40 heures en 34. Et IBM a pris position sur pas mal de choses, par exemple de refuser publiquement d'appliquer les lois de ségrégation raciale qui ont été imposées aux États-Unis. C'était dans les années 50 en Caroline du Sud et au Kentucky. Donc voilà, c'est
C'est quelques dates, c'est quelques faits marquants, mais ça te montre un peu aussi la philosophie d'IBM et son approche. Oui, c'est vrai que c'est très intéressant puisque on pense que une entreprise comme IBM est née à peu près en même temps que les premiers ordinateurs qu'on connaît, quoi, la machine universelle avec après la Deuxième Guerre mondiale, Turing et compagnie, alors que c'est beaucoup plus tôt. Et en France, quand est-ce que IBM s'est implanté en France? Alors, on s'est implanté, si je ne me trompe pas, en 1914. Donc, il faut faire le calcul parce que je sais qu'on a fêté l'anniversaire d'IBM il y a quelques jours. On a fait 108 ans. Donc voilà. Donc, c'est assez impressionnant. Et si je me trompe pas, c'est la première implémentation d'IBM à l'étranger, c'était en France. Ok. Eh ben, cocorico. C'est ça. Pour faire un petit point sur l'état de l'informatique aujourd'hui, on parle souvent de la loi de Moore, par exemple. Ouais. Est-ce que et on entend souvent que effectivement ça a été la loi de Moore a été effective durant 40, 50 ans, mais aujourd'hui est-ce que on est toujours sur un rythme le nombre de transistors qui double environ tous les 2 ans, ou est-ce que le rythme s'essouffle? Quelle est un petit peu la projection de la puissance de calcul informatique sur les prochaines décennies? Ouais, donc c'est une super bonne question. L'informatique dans les dernières décennies, elle a été guidée par la loi de Moore, c'est-à-dire on double la puissance, on double le nombre de transistors dans les processeurs environ tous les 18 mois, 2 ans. Donc c'est une loi qui continue à progresser. Néanmoins, on commence à voir des signes d'essoufflement qui est essentiellement dû à l'architecture de von Neumann. Tu sais, l'architecture de von Neumann, c'est on a un processeur, on a une mémoire et on a du stockage en externe. Et en fait, ça crée des goulots d'étranglement quand tu essayes de faire des calculs et notamment des grands calculs. Et dans l'histoire de l'informatique, on a essayé de contourner ces goulots d'étranglement, par exemple avec des GPU récemment. Donc, on utilise des cartes graphiques qui vont accélérer un certain nombre de codes, notamment dans le domaine du machine learning, et qui est pas mal utilisé. IBM, par exemple, on a développé une machine qui est aujourd'hui la deuxième plus puissante au monde, qui s'appelle Submit. Et pour te donner un ordre d'idée de la puissance de calcul de cette machine, c'est 200 pétaflops, donc c'est 200 millions de milliards d'opérations par seconde. Ah oui. 200 millions de milliards d'opérations par seconde. Et on est capable de stocker 250 pétabytes de données. Alors, on a besoin de quoi pour faire ça? On a besoin de plus de 9000 processeurs. Donc, c'est les processeurs IBM qu'on appelle le Power 9. Et on a besoin de plus de 27 000 cartes GPU. Donc, c'est une grosse machine, une très, très grosse machine. Et donc, cette machine, elle est utilisée pour faire plein de choses. Elle est utilisée pour, par exemple, modéliser des supernovas, faire de la recherche sur des nouveaux matériaux, trouver des solutions contre le cancer, étudier la génétique, l'environnement. Mais pour donner un état de l'art de la puissance des calculs, par exemple, pour le Covid-19, à un moment donné, on a eu besoin de aider la communauté scientifique en leur donnant accès à une puissance de calcul qui est bien plus importante que celle de Submit. Et donc, il y a plusieurs entreprises qui ont réuni, et instituts publics, qui ont réuni leurs infrastructures, et ça a donné une machine avec une capacité de calcul de plus de 600 pétaflops, donc 600 millions de milliards d'opérations par seconde. Ça a permis en fait d'accélérer, ça se sait pas, mais d'accélérer la recherche sur le Covid, sur le vaccin, parce que en gros, quand tu recherches par exemple des protéines ou des molécules pour voir où elles s'accrochent, si elles peuvent s'accrocher sur le virus et elles peuvent s'appliquer sur le virus, bah t'as le choix, on va dire, sur plus de 8000 molécules, et l'objectif c'est de réduire la recherche pour être plus efficace. Et c'est intéressant parce que en fait, la puissance de calcul a augmenté ces dernières années, et ce qui a augmenté aussi, ce qui a diminué, c'est le temps de recherche, par exemple, sur certains aspects, dans, par exemple, la recherche de nouveaux matériaux ou la recherche de vaccins. À l'époque, pour rechercher un vaccin, ça mettait quand même quelques temps, des années et des années. Et on a vu, par exemple, qu'avec le Covid, ça s'est accéléré de manière assez impressionnante. Donc, c'est aussi en partie grâce à la puissance de calcul.
Puis tu as d'autres types de systèmes. J'ai parlé des mainframes là pour se poser sur la Lune, mais les grands systèmes d'IBM qui aujourd'hui sont utilisés par les grandes banques, les assurances, eh bien, si tu prends juste un seul système, c'est-à-dire tu mets pas un ensemble de systèmes, mais juste un seul système, eh bien, c'est des systèmes qui vont être capables de traiter 8 000 milliards de paiements par an en toute sécurité. Donc ça, alors là, je parlais d'un seul système, mais l'ensemble des systèmes dans le monde qui sont installés pour faire ça, c'est 8 000 milliards de paiements par an. C'est 87% des transactions par carte bancaire. Et en fait, c'est fait avec des puces qui font 7 nanomètres, dans lesquelles il y a 22 milliards de transistors. Donc c'est des machines en fait qui aujourd'hui sont très efficaces dans leur domaine, qui marchent bien, mais dans certaines thématiques, tu as beau avoir la plus grande puissance de calcul de la planète, il y a encore des sujets, on peut en parler tout à l'heure, qui bloquent. C'est-à-dire que en fait, la loi de Moore, c'est une croissance linéaire. C'est-à-dire que même si tu innoves, tu arriveras difficilement à traiter des problèmes qui, eux, ne croient pas de façon linéaire, mais plutôt de manière exponentielle. C'est-à-dire même les plus grosses machines dans les décennies qui vont arriver, si elles sont bâties sur ce type d'architecture, ne vont pas pouvoir être capables d'adresser ce type de thématique, et on pourra en discuter tout à l'heure. Alors, la loi de Moore, elle s'essouffle, mais on a de l'innovation qui arrive et qui vont pouvoir aussi faire continuer cette loi de Moore. C'est pour ça que je dis qu'elle s'essouffle, mais il y a de l'innovation qui arrive derrière. Par exemple, l'année dernière, on a créé la première puce au niveau mondial qui fait 2 nanomètres. Donc 2 nanomètres, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va être capable de presser 50 milliards de transistors sur une puce qui fait la taille d'une ongle. Oui. Donc c'est assez impressionnant parce que en gros, pour la même quantité d'énergie sur les puces de 7 nanomètres actuelles, qui est déjà une grande prouesse, les 7 nanomètres, pour les mêmes quantités d'énergie, on peut améliorer la performance de 45%. Et à l'inverse, pour un même niveau de performance, on peut faire des économies d'énergie de l'ordre de 75%. Donc, en gros, on sait que déjà, on est aujourd'hui à des technologies de 7 nanomètres et qu'on a déjà créé des puces à 2 nanomètres qui doteront les systèmes de demain. Là, on parle dans les 5 à 10 ans qui vont arriver. Mais on peut aller encore plus loin que ça, parce qu'à un moment donné, ce qui pose problème dans la loi de Moore, c'est la physique. C'est-à-dire, tu réduis, mais à un moment donné, tu vas atteindre une limite physique. C'est-à-dire, tu ne pourras plus construire un transistor aussi facilement à des niveaux qui sont atomiques. Et donc, par exemple, il y a des chercheurs d'IBM qui ont réfléchi au stockage atomique. Alors, à stockage atomique, tu vois, ça peut faire peur comme ça, mais c'est assez intéressant parce que, en gros, c'est de dire, on s'intéresse aux lois de la physique pour créer des ordinateurs de demain et notamment le stockage de demain. Il y a un papier qui a été publié dans Nature qui a montré, qui est un exploit en fait, qui est d'écrire et de lire de la donnée dans un atome, et c'est un atome d'holmium, c'est-à-dire qu'on est capable de mettre un bit d'information sur un atome d'holmium, de le mettre et de le lire. Pour te donner un ordre d'idée sur la comparaison qu'on peut faire avec les disques durs actuels, sur un disque dur standard, pour un bit d'information, tu as besoin, ça dépend du système de stockage, mais entre 100 000 et 1 million d'atomes pour stocker un seul bit d'information. Et là, ce qu'on te dit, c'est qu'un bit d'information, on le met sur un atome. C'est-à-dire qu'en gros, toute la bibliothèque d'iTunes aujourd'hui, tu pourrais le mettre sur un système de stockage qui ferait la taille d'une carte de crédit. Donc, c'est assez impressionnant. Alors, c'est pas pour aujourd'hui, c'est encore des domaines de recherche, tu vois, il y a encore plein de choses à découvrir, mais déjà, techniquement parlant, on a montré que c'était faisable. Et puis, tu peux aller aussi des crans plus loin en trouvant d'autres façons de stocker de l'information. Et donc, tu commences à regarder, par exemple, dans la littérature scientifique, du stockage ADN. Ce qui est intéressant dans l'ADN, c'est que par exemple, les chercheurs qui regardent ce qui s'est passé, je veux dire, dans l'ère préhistorique, qu'est-ce qu'ils font? Ils trouvent de l'ADN et ils sont capables de dater, de voir ce que c'était, de voir de quoi l'ADN était composé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ADN est intéressant parce que, par définition, c'est un système de stockage de données. C'est notre patrimoine génétique. Et l'autre chose, c'est que ça dure très longtemps.
contrairement à du système de stockage, on va dire, moderne. Et donc, du coup, il y a des chercheurs qui ont fait une prouesse qui est de stocker de la donnée dans un brin d'ADN. Et quand je dis de la donnée, c'est une photo, un article scientifique, un système d'exploitation, une carte cadeau de $50. C'est un film français. En plus, c'est un film français de 1895. C'est l'arrivée d'un train à La Ciotat par Louis Lumière. Ouais. Tu vois. Donc en plus, cocorico comme tu dis. Ouais. Mais c'est assez intéressant de voir qu'on est capable dans un brin d'ADN de stocker de l'information. Et en gros, en se projetant un peu, on peut se dire que dans 1 gramme d'ADN, on pourrait stocker 215 pétaoctets de données. Donc, en gros, si on se projette un peu, tu pourrais stocker l'ensemble de la donnée qu'il y a sur Terre dans une pièce, quoi, dans une chambre. Alors, encore une fois, ça reste de la recherche très pointue. C'est pas encore en production, ça coûte cher, c'est pas encore très fluide, mais déjà, ça montre un peu les prémices des systèmes de demain et comment contourner justement cette fameuse loi de Moore. Voilà. J'étais un peu long, mais ça te montre un peu l'activité recherche qu'il y a là-dessus, parce que c'est vraiment un domaine qui foisonne et c'est justement à un moment donné, cette loi de Moore, elle va prendre un mur sur les limites physiques. Elle peut pas aller plus loin qu'à un moment donné, mais pour l'instant, ça marche assez bien. Ouais, c'est vrai que j'aime beaucoup tout ce qui est du domaine de l'ingénierie exploratoire, c'est-à-dire on regarde ce qui est permis par les lois de la physique et on peut juger un petit peu ce qui pourrait arriver voilà, dans quelques décennies si on progresse dans tel domaine et anticiper certaines innovations. Et ça nous montre aussi qu'on est quand même vachement loin justement de limites. Enfin, il y a certaines limites, comme tu dis, au niveau des pièces très petites, des transistors, on peut pas en faire voilà, quand on arrive dans la limite. Après, on entre dans le domaine quantique et justement, euh, en termes, comme tu as dit, l'architecture de von Neumann va atteindre des limites. Qu'est-ce qui pourrait remplacer cette architecture Est-ce que l'informatique quantique, justement, pourrait voilà, se montrer comme étant un candidat à une sorte de un nouveau paradigme finalement? Alors c'est pareil, hein, c'est une énorme question parce que en gros, ce que on se dit dans la communauté on va dire des ingénieurs, c'est que c'est vraiment la première fois qu'on assiste à une espèce de bifurcation. C'est-à-dire que toutes les technologies dont je t'ai parlé reposent sur un principe de base qui est la théorie de l'information, c'est-à-dire que toute information peut être traduite en 0 et 1. Hein, ces fameuses lois binaires. On remonte à Claude Shannon, hein, qui est un peu le père fondateur de cette théorie-là, de cette loi-là. Et finalement, tout est basé là-dessus. Toute notre informatique est basée sur le fait que là, on est en train de se parler. Eh bien, toute l'information qui rentre dans le processeur, c'est des 0 et des 1, et ce qui en ressort, c'est des 0 et des 1, et puis derrière, on utilise du code pour rendre ça, on va dire, plus joli et plus compréhensible. Et c'est la première fois qu'on assiste à une bifurcation parce que vient d'émerger l'informatique quantique qui est une autre façon de calculer. C'est-à-dire que là où on se reposait sur des 0 et des 1, là, on va s'appuyer sur des lois de la mécanique quantique pour faire des calculs. Alors, il faut s'accrocher un peu parce que c'est pas forcément très palpable pour notre façon de penser. Je m'explique. Ouais. Une des premières théories, c'est la loi de la superposition. Donc la loi de la superposition, c'est je ne parle plus de 0 ou de 1, mais si je prends un objet quantique, eh bien cet objet quantique, il peut être un 0, à l'état 0, il peut être à l'état 1, ou il peut être les deux à la fois. Quand je dis les deux à la fois, c'est une certaine probabilité d'être 0 ou une certaine probabilité de 1. Donc en fait, c'est un environnement qui est régi par des probabilités. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, mettons que tu es une image de quelqu'un. Voilà, je prends ton image et j'ai deux images, une photo de profil et une photo de face de Gaëtan. Et derrière, j'applique une transformation matricielle, une porte de Hadamard, on appelle ça. Et je peux dire, voilà, je fais un calcul et au moment où je mesure le calcul, eh bien, je peux avoir soit la photo de profil, soit la photo de face, soit une probabilité d'avoir la photo de face ou une probabilité d'avoir la photo de profil. C'est-à-dire, ça peut être 50-50, ça peut être 75% d'un côté, 25% de l'autre. Et ce qui est
très impressionnant dans la nature, c'est que si tu lances le calcul 100 fois, tu auras, par exemple, mettons que je dise, voilà, je veux que tu aies la photo de profil à 75% et la photo de face à 25%. Tu lances le calcul 100 fois, tu auras approximativement, c'est pas pile poil la chose, mais 75% de face et 25% de profil. Et si tu fais le calcul des milliards de fois, tu auras exactement le même résultat. Et ce qui est intéressant quand tu discutes avec des chercheurs dans le domaine, c'est qu'ils disent c'est difficilement compréhensible pourquoi l'objet quantique, l'atome se comporte comme ça, mais par contre, ça marche. C'est-à-dire qu'on sait le vérifier expérimentalement, on sait faire des calculs avec, ça marche. Mais c'est assez impressionnant. C'est-à-dire que le monde visible est régi par un certain nombre de lois, les lois d'Einstein que l'on connaît, Oui. et puis les lois sous-atomiques, elles sont régies par d'autres lois, et c'est un monde de probabilités. D'ailleurs, Einstein disait, lui qui quand même, il a eu le prix Nobel pour une chose, mais il a été quand même un énorme contributeur de la mécanique quantique, il disait, Dieu ne joue pas au dé. Et ce qui est intéressant, c'est que il combattait avec un certain nombre de scientifiques, je crois avec Bohr aussi, parce que en fait, ce monde-là est régi par des probabilités. Et donc, on va utiliser ces types de principes pour faire des calculs. Donc, c'est pas du binaire, on utilise des objets quantiques. Par exemple, IBM utilise des atomes d'aluminium pour justement faire ces calculs. Il y a une autre loi qui est l'intrication quantique. Alors, accroche-toi là aussi, parce que en gros, si tu as un système quantique, disons que tu as plusieurs objets quantiques, si tu connais l'état d'un objet quantique, par exemple, voilà, l'objet A, il est à l'état 0, eh bien, je suis capable de connaître les états de tous les autres objets quantiques. Et ce, quelle que soit la distance dans laquelle ils sont. Peut être à l'autre bout de la Terre, on saura l'état. Donc, ça veut dire que quand tu te mets dans un système intriqué, tous les objets quantiques sont liés entre eux et il suffit de connaître l'état de un pour connaître l'état de l'autre. Et ça, c'est intéressant d'un point de vue informatique parce que imagine que tu cherches Xavier Vasquez dans l'annuaire. D'ailleurs, je sais pas si ça existe encore les annuaires, mais sûrement. Donc, si tu cherches Xavier Vasquez dans les annuaires, tu as un X et un V. Donc, tu cherches V et un système informatique standard, il va prendre la lettre A et il va chercher tous les noms un par un et jusqu'à trouver Vasquez. Donc, ça fait un certain nombre d'étapes. Mais dans la mécanique quantique et l'informatique quantique, en fait, la recherche, tu l'as fait en une fois. C'est-à-dire que si tu connais l'état d'un objet quantique, par exemple, tu prends un objet, donc un endroit à l'annuaire, tu connaîtras forcément là où est mon nom, c'est-à-dire on va induire une probabilité sur mon nom en disant je veux que ça apparaisse à tant de pourcents, et à un moment donné, tu vas avoir un tableau avec un certain nombre de probabilités, dont une qui est très haute, et ça sera mon nom. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Voilà. Donc beaucoup de calculs en fait qui vont utiliser le système de mécanique quantique, eh bien vont pouvoir justement adresser ces opérations de manière exponentielle. On cherche, ça sera pas appliqué à tout, ça veut dire on va pas remplacer l'ordinateur classique, ça c'est important. Ça sera en fait les deux vont fonctionner ensemble, ça sera complémentaire, mais pour un certain nombre d'applications on va déporter certains codes de l'ordinateur classique pour les faire calculer sur l'ordinateur classique. Donc ta question, elle est vraiment bien parce que en fait, c'est une des premières fois, je dirais, dans l'histoire de l'informatique qu'il y a une réelle bifurcation dans la façon de calculer. Ok. C'est vrai que c'est très intéressant d'être parti sur l'explication, voilà, qu'est-ce que le quantique, parce que c'est vrai que c'est tellement contre-intuitif que on se dit qu'est-ce que c'est. Puis le mot quantique, il a un petit peu de wouhou. Il est souvent utilisé pour pour parler de mystère et tout ça. Mais concrètement, par exemple, en termes d'application, donc on utiliserait, tu as mentionné donc chercher un nom dans un annuaire, bon, mais pour résoudre des problèmes qu'on a aujourd'hui, est-ce que ce sera utile pour faire avancer la médecine? Est-ce que ce sera utile pour Parce que j'avais déjà entendu dire que ça pourrait être utile pour les prévisions météorologiques. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce qu'il y a c'est des phénomènes chaotiques qui sont difficilement calculables. Alors, il y a pas mal d'applications, donc on peut faire le tour de ça. Avant de parler des applications en médecine ou dans d'autres industries, je te donne 2-3 exemples de là où ça peut vraiment faire une différence. Typiquement, quand tu organises un mariage, par exemple.
Alors, je dis pas qu'il faut utiliser un ordinateur quantique pour organiser un mariage, mais j'utilise cette image assez souvent parce que je l'aime bien. Quand tu organises un mariage et que tu dois placer des convives sur des tables rondes, par exemple, si tu dois placer 5 personnes, en tant qu'humain, c'est facile. En fait, on fait une factorielle de 5. Donc, on factorise le chiffre 5. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on fait 5 fois 4, fois 3, fois 2, fois 1. Mais pour chercher le nombre de combinaisons, en gros, si tu as 5 personnes, ça te fait 12 combinaisons possibles. Jusque-là, tout va bien. Dès que tu passes à 15, on est à 43 milliards de combinaisons possibles. Donc en fait, c'est ça l'exponentialité des problèmes, c'est que tout de suite, tu as de l'exponentiel qui arrive. Puis si tu en as, par exemple, 71, tu as 5 fois 10 puissance 80 possibilités. Donc c'est énorme. Et en fait, même la machine la plus puissante de la planète ne va pas être capable de faire ce calcul-là. Ou alors ça mettrait quelques siècles avant d'être calculé. Tu vois. Et bah, typiquement, ce type de problème exponentiel peut être adressé par l'ordinateur quantique. L'autre chose, c'est que si tu prends, par exemple, si tu fais la multiplication de deux nombres, d'accord? Donc, par exemple, si tu prends des chiffres qui font la taille de 2048 bits, eh bien, tu prends une machine standard, tu fais le calcul, eh bien, une machine standard va mettre 0.0025 secondes. Très rapide. Tu prends une calculette, ça va être rapide. Un ordinateur quantique va mettre 75 secondes. Donc là, tu vas me dire, bah, pour une multiplication, autant utiliser un ordinateur standard, et je te répondrai, effectivement, ça ne sert à rien d'utiliser un ordinateur quantique. Par contre, l'inverse, c'est-à-dire trouver les deux entiers de 2048 bits qui font un chiffre, un nombre, c'est beaucoup plus complexe pour un ordinateur classique. Et donc, des chercheurs ont essayé de le faire, et ils ont commencé à agréger pas mal de puissance de calcul. Et pour les deux nombres qui font la taille de 795 bits, ils ont mis ce que l'on appelle 4000 CPU années. Alors là, tu vas me dire, c'est quoi CPU année? Donc CPU année, c'est le temps que met une machine d'un gigaflop le nombre d'opérations qu'est capable de faire une machine d'un gigaflop en une année. Donc une machine d'un gigaflop, c'est 1 milliard d'opérations par seconde, d'opérations flottantes par seconde. Donc, tu multiplies ça par 3600, par 24, par 365, et tu auras ce chiffre-là. Donc, ça fait beaucoup. Et donc, pour des nombres de 395 bits, tu as 4000 CPU années, ce qui fait beaucoup. Si tu montes ce chiffre à 768, c'est 1500 CPU années. Mais si tu montes ce chiffre à 2048, tu es tout de suite à 4,7 milliards de CPU années. En fait, je te bombarde de chiffres, mais l'idée, c'est que dès qu'on touche à des problèmes d'ordre exponentiel, un ordinateur classique, même le plus puissant du monde, même dans les décennies qui arrivent, avec toutes les innovations que tu vois, si on continue à penser binaire, on n'adressera jamais ce type de calcul. Voilà. Et donc, du coup, tout ce type de calcul se retrouve dans un certain nombre d'applications. Alors, l'aéronautique, par exemple. Donc, l'aéronautique, on va s'intéresser, par exemple, aux interactions moléculaires. Par exemple, pas que dans l'aéronautique, d'ailleurs, dans l'automobile, les batteries. Tu sais que les batteries, aujourd'hui, tu prends une voiture, on va dire standard, tu recharges ta batterie, je sais pas combien de temps ça met, je suis pas un expert de batterie, mais tu dois mettre, je sais pas moi, une demi-heure ou j'en sais rien, ou une heure, et tu fais 1000 kilomètres avec. Hein, pour certaines bornes, je crois qu'ils peuvent accélérer la recharge des batteries. Et ces batteries-là sont faites avec des métaux assez lourds, hein, le lithium, pour pas le citer. Mais du coup, il y a des industriels dans l'aéronautique et dans l'automobile qui s'intéressent aux interactions moléculaires, et c'est-à-dire de modéliser les interactions moléculaires pour créer de nouvelles batteries dont les cycles de charge en fait seraient très longs. Ça veut dire qu'elles seront, en fait, elles ne s'essouffleraient pas. Tu pourrais garder des batteries des plusieurs décennies facilement, et qui pourraient peut-être faire, je sais pas moi, 100 000 kilomètres en une recharge, et qui utilisent des métaux légers. Et donc, il y a un papier, par exemple, dans Nature, où IBM a montré
qu'on était capable de modéliser les interactions moléculaires, notamment du lithium hybride. Et ça a nécessité en 2017 8 milliards d'opérations qui ont été faites en 290 jours. Et le même calcul l'année dernière a été fait et ça a mis 7 heures. Donc tu vois qu'en plus, on est capable maintenant de compresser le temps de plus en plus. Et donc c'est hyper important. Mais par contre, dans l'aéronautique, on a besoin de trouver des nouveaux matériaux. Et donc à une certaine époque, pour trouver un nouveau matériau, par exemple plus léger ou des choses qui font sens pour l'industriel en question, tu pouvais avoir besoin d'une dizaine d'années et peut-être entre 10 et 100 millions de dollars d'investissement. Aujourd'hui, déjà en utilisant des techniques d'intelligence artificielle, on est capable d'accélérer ce temps. On l'a même appliqué pour nous chez IBM, où on a trouvé des nouveaux matériaux pour les semi-conducteurs en 1 an, avec un investissement qui est moindre, en comprenant comment les matériaux se fonctionnent, en regardant ce qui se fait dans la littérature, et d'être capable d'isoler un certain nombre de molécules pour créer ces nouveaux matériaux. Mais le quantique, demain, va pouvoir générer de nouveaux matériaux dans plein de domaines. Donc ça, c'est vraiment un cas d'application, et y compris dans la médecine. Tu as aussi dans la santé tout ce qui va être la modélisation ou même la découverte de nouveaux antibiotiques. Tu sais qu'aujourd'hui, les antibiotiques peuvent être résistants. On a besoin de nouvelles thérapies. On a besoin de comprendre la génétique. On a besoin d'accélérer un certain nombre de calculs pour mieux comprendre la façon dont on fonctionne. Eh bien, le quantique pourra adresser ce type de domaine-là. Moi, j'aime bien. Alors c'est très personnel, mais quand je vois ce qui est fait, par exemple, de manière fondamentale, j'imagine très bien dans 10-15 ans, allez, peut-être un peu plus, arriver chez le médecin et finalement ne plus avoir un médicament pour tout le monde, mais avoir son propre médicament. Oui. Tu vois, ça c'est assez énorme, mais tu imagines qu'avec le quantique, tu es capable de modéliser les interactions moléculaires, quelle que soit la molécule. Demain, ça veut dire que chaque patient aura son propre médicament pour adresser sa propre pathologie en fonction de son code génétique, en fonction de tout ça. Donc c'est assez futuriste. Je ne sais pas si ça va arriver, mais la recherche fondamentale qui est faite peut peut-être aboutir à ça. Donc c'est assez impressionnant. Après, tu as tu vois je t'ai parlé de la table de mariage. Et donc, on a des exemples, par exemple, avec une compagnie qui s'appelle ExxonMobil, dans lequel ils ont une problématique qui est, ils ont 500 bateaux dans le monde et ils transportent du gaz naturel liquéfié. En plus, le gaz, c'est un sujet d'actualité, tu vois. Donc, l'objectif là, c'est le fameux problème du voyageur de commerce. Donc, je suis une compagnie, j'ai 500 bateaux dans le monde. Je transporte du gaz naturel liquéfié. Il faut que j'aille chercher ce gaz naturel liquéfié. Donc, quels sont les ports sur lesquels je vais aller les chercher? Quels sont les ports dans lesquels je vais les livrer? Et entre les deux, je dois prendre en compte les trajectoires, les conditions météo, les zones où je peux passer, les zones où je peux pas passer, les zones qui en ont le plus besoin. Et je dois en fait faire un travail d'optimisation là-dessus. Et donc, en fait, c'est exactement le même problème que la table de mariage. C'est quelle est la meilleure combinaison possible pour que je puisse faire des économies de carburant, je puisse les livrer au bon endroit, que je puisse approvisionner les différents pays pour qu'il n'y ait pas un manque quelque part, enfin, etc., etc. Et donc, tu as plein de choses comme ça. Puis, il y a un dernier exemple, je peux en citer beaucoup, mais un dernier exemple, c'est le machine learning, qui est vraiment un exemple qui commence vraiment à monter en puissance. Donc, on va, par exemple, s'intéresser à des techniques de machine learning que l'on va traduire en quantique. Et donc, on va faire tout ce qui est, par exemple, classification de données, chercher des nouveaux patterns en bon franglais, c'est-à-dire vraiment on va analyser une certaine masse de données et puis trouver des endroits où peut-être l'ordinateur classique n'aurait jamais vu ça, et parce que la nouvelle façon de calculer fait que on peut trouver des patterns que le classique, les algorithmes machine classiques n'auraient pas vu. Et on a des exemples assez concrets. Il y a un truc qui a été publié avec le CERN, par exemple. Tu sais, le CERN,
il balance des particules pour les casser. Ça fait des nuages de points un peu partout. Hein, c'est des nuages de particules cassées, on va dire. C'est un nombre de données assez incroyable. Et en fait, pour trouver le boson de Higgs, ils utilisent des algorithmes de machine learning pour en fait sélectionner les nuages de points qui ont le plus de probabilité d'avoir le boson de Higgs. Et dernièrement, on a développé un algorithme de machine learning quantique. Et en fait, on a obtenu les mêmes performances que leur algorithme de machine learning classique, qui lui est optimisé depuis des années. C'est-à-dire que l'algorithme de machine learning quantique, il a été mis comme ça, sans vraiment de réelle optimisation, et déjà il atteint les mêmes performances qu'un algorithme classique. Donc on se dit qu'il y a vraiment un énorme potentiel là-dessus. On a généré aussi, on a eu un papier dans Nature Physics, si je me trompe pas, qui en fait a généré un certain nombre de données. Donc c'est des données artificielles. Hein. On est encore dans le domaine de la recherche, d'exploration. Hein. Donc faut pas non plus, tu vois, s'emballer, mais tu as quand même des signes avant-coureurs qui font qu'on y croit. Parce qu'on a généré un certain nombre de données et l'algorithme quantique a réussi à classifier les données là où les algorithmes classiques n'ont pas été capables de classer mieux que si on le faisait au hasard. Donc en fait, on est en train de commencer à chercher des façons de faire qui font qu'on se dit, tiens, au-delà de l'accélération, l'ordinateur quantique va peut-être aussi trouver des résultats là où on ne pourrait pas les trouver avant. D'accord, ouais. Je vois, il y a une sorte de complémentarité qui est très, très intéressante. Et en tout cas, beaucoup de promesses à ce niveau-là. Et si je comprends bien, un ordinateur quantique qui fonctionne que à basse température. Ouais, en fait, celui d'IBM, il est basé sur ce qu'on appelle les supraconducteurs, la supraconductivité. On en parlait tout à l'heure justement. Donc, ce qui est fait, c'est que tu as une espèce de une image, c'est une espèce de chandelier. En fait, ce sont des câbles qui vont en fait transmettre des micro-ondes au niveau du processeur quantique. Donc, le processeur quantique, il fait 2,5 cm sur 2,5 cm. Donc, c'est comme un processeur normal, mais ce processeur-là, il est plongé dans une solution qui va en fait dans une solution d'hélium liquide. Donc, c'est du cryogénique pur qui va plonger le processeur à des températures qui sont très proches du zéro absolu. On est de l'ordre de moins 15 millikelvin. Pourquoi on les plonge on veut le mettre très proche du zéro absolu? Parce que c'est là, on va être capable d'avoir des effets quantiques sur les atomes d'aluminium, par exemple. Et donc, lorsqu'on on se met dans les conditions quantiques, eh bien, on peut faire tout ce que je t'ai décrit, la superposition, l'intrication. Et donc, on plonge tout ce système-là dans une cuve qui ressemble à un ballon d'eau chaude. Hein. Si tu vois quelques images, tu verras que ça ressemble vraiment à ça. Et donc, on plonge tout ça dans une solution d'hélium liquide. Et donc c'est très très proche du zéro absolu et très très froid. T'as d'autres techniques, hein. Il y en a qui utilisent des lasers sur ce qu'on appelle des atomes froids. Il y a d'autres techniques qui sont étudiées, mais nous on pense que le supraconducteur, c'est ce qui permettra en fait d'aller d'accélérer les calculs et de mettre à l'échelle. Ce qui nous intéresse, c'est le passage à l'échelle, c'est-à-dire que si tu fais un ordinateur pour faire un calcul isolé, mais qui n'a pas vraiment d'impact sur une industrie ou sur un cas d'application, un cas d'usage, ça c'est super, mais ça va pas nous aider. Et on a vu dans les matériaux supraconducteurs une façon de mettre à l'échelle. Et en fait, on a publié une roadmap qui le montre, c'est-à-dire qu'on va augmenter le nombre de qubits qu'il y a à l'intérieur de cette machine. Aujourd'hui, on a 127 qubits. On a mis dans notre roadmap que cette année, on allait publier 433 qubits. L'année prochaine, on sera à 1121. Et on commence déjà à publier dans les années qui viennent 4000 qubits. Et derrière, le but, c'est de monter aux millions de qubits pour pouvoir faire des calculs puissants. Mais au-delà de ça, on a aussi publié le fait qu'on améliore la qualité des calculs. Parce qu'aujourd'hui, quand tu fais un calcul, il y a des erreurs.
elles sont moindres. C'est-à-dire, tu peux faire des calculs et tu peux faire des calculs assez précis. Mais par contre, on veut limiter le nombre d'erreurs. Donc, il y a tout un progrès à faire sur pas mal de composants, notamment les composants physiques de l'ordinateur quantique pour limiter les erreurs. Et puis, on développe toute une stack logicielle avec des cas d'usage dans la finance, dans la chimie, dans le machine learning, dans la santé. Et on a développé une solution qui s'appelle Qiskit, qui est open source. Donc, aujourd'hui, je crois que j'en suis sûr, mais c'est la première plateforme open source sur le quantique. Beaucoup d'utilisateurs. Et ce que l'on a fait, c'est qu'on a aussi ouvert à la communauté. Donc, tu peux, par exemple, Gaëtan, te connecter gratuitement et déjà faire tourner tes premiers algorithmes quantiques. Et en fait, en développant toutes ces stacks, c'est un peu la question que tu posais sur la loi de Moore et sur l'informatique. C'est que, en fait, on reproduit un peu le schéma de l'informatique. Dire, on a le développement du hardware, mais on a aussi le développement du software pour que justement dans les décennies qui arrivent, on va être capable de développer de vrais cas d'usage et d'avoir un avantage quantique, parce que c'est ça qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est d'avoir un avantage quantique, c'est-à-dire le moment où on aura un calcul qui sera plus précis que le classique, qui ira plus vite que le classique et qui aura un vrai impact au niveau industriel. C'était justement la question que j'avais envie de poser aussi, c'est l'accès, comment on accède à ce genre de plateforme. Le quantique, c'est parce que finalement, voilà, ça sera une interface, et donc il y a déjà une plateforme qui existe. C'est fascinant. Je mettrai les liens dans la description pour ceux qui s'y intéressent, s'ils veulent voir. Et un truc très intéressant qu'on n'a pas évoqué, c'est la sécurité au niveau du quantique. Tu sais qu'il y a beaucoup de sujets autour de la sécurité et du quantique. Parce que on y voit dans le quantique une façon de décrypter de la donnée assez facilement. Et en fait, même si on en est très loin, et je vais t'expliquer pourquoi on en est très loin, ça n'empêche pas, par exemple, tu as de la donnée cryptée, moi je vais prendre ta donnée cryptée et je vais attendre patiemment que l'ordinateur quantique évolue pour que lorsqu'il arrivera à maturité, je puisse décrypter les données. Parce que dans certaines industries, ils doivent la garder 20, 30, 50, 70 ans. Et donc, c'est de la donnée intéressante pour l'institution qui va la piquer. Donc, ils piquent de la donnée dès maintenant pour pouvoir la décrypter derrière avec le quantique. Et pourquoi je dis qu'on est assez loin? Parce que je t'ai dit tout à l'heure, on est à 127 qubits aujourd'hui. Et cette année, on va annoncer un processeur à 433 qubits. Il y a des chercheurs qui se sont amusés à évaluer le fait qu'ils pouvaient craquer une clé avec un ordinateur quantique. Et ils ont évalué le fait qu'ils allaient pouvoir le faire en une journée, mais en utilisant 13 millions de qubits. Ou en 8 heures en utilisant 20 millions de qubits. Bon, je t'ai dit tout à l'heure, on est à 433 cette année, l'année prochaine à 1121, donc on en est encore un petit peu loin. Mais ça n'empêche pas certaines institutions de prendre de la donnée et d'attendre patiemment que l'ordinateur quantique arrive. Donc c'est un vrai enjeu. Tant du point de vue hardware que du point de vue quantique, que du point de vue intelligence artificielle. Donc, il y a beaucoup de recherches là-dessus. Et après, on va utiliser des trucs qu'on appelle des systèmes qu'on appelle des algorithmes post-quantiques. C'est-à-dire qu'on va crypter la donnée d'une certaine façon, avec des choses beaucoup plus costauds. Et même si je te pique de la donnée, même l'ordinateur quantique, quand il apparaîtra, je serai incapable de décrypter cette donnée. Donc il y a tout un tas de recherches là-dessus qui sont publiées et qui vont être en fait diffusées dans le marché. Pour tout te dire, dans les systèmes mainframe qu'on a sortis dernièrement, il y a déjà la possibilité de faire de l'algorithme post-quantique. Post-quantique, carrément. Ah ouais. Ça paraît, ouais. En termes de on va dire fermer la parenthèse sur le quantique, mais en même temps on peut aussi lier le quantique à l'intelligence artificielle. Tu as mentionné donc il y a un lien qui se fait, le machine learning peut être on va dire carburé au quantique. Donc IBM ils ont une histoire riche avec l'intelligence artificielle. Tu as mentionné donc Deep Blue qui bat Kasparov, c'était en 96, Watson. Et donc, où en est donc les différents projets d'IBM concernant l'intelligence artificielle? Et d'ailleurs, pour mentionner aussi Watson Health, il me semble que c'est le terme qu'ils utilisent aujourd'hui. Comment est proposé ce service aujourd'hui? Puisque je me rappelle quand donc il y a eu beaucoup de buzz autour de Watson, c'était mentionné comme étant le futur de la médecine ou en tout cas du diagnostic médical. Donc sur l'intelligence artificielle, c'est une chose qui est en constante évolution.
C'est-à-dire que on parle de Watson, ça c'était en 2011, et ce qui s'est passé dans les années d'après, c'est que on a proposé un certain nombre de services d'intelligence artificielle qui reposaient sur les principes de Watson. C'est-à-dire qu'en fait, on a proposé plusieurs types de services. Il y avait des services sur le NLP, le service pour faire de la classification, pour faire du traitement d'images. Donc, on a en fait éclaté les services pour proposer ça. Et aujourd'hui, en fait, on utilise de l'intelligence artificielle pour plein de domaines. C'est-à-dire, on va pas dédier l'intelligence artificielle à un domaine en particulier. On a développé des solutions. Alors, je vais pas les évoquer, mais par exemple, ce qu'on appelle Cloud Pak for Data, c'est-à-dire qu'on va utiliser des modules d'intelligence artificielle. On va aussi utiliser de l'open source, parce que voilà, on est très friand d'open source, et on va adresser un certain nombre de domaines, notamment la santé. Je dirais qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, comparée à 2011, c'est notre quotidien. C'est-à-dire que on va utiliser l'intelligence artificielle dans quasiment partout. On va automatiser des processus IT, des processus métiers. On va utiliser l'intelligence artificielle pour, par exemple, conseiller le médecin, pour conseiller un agent bancaire, par exemple. Proposer lorsque tu vas dans une banque et tu dis bah voilà, je sais pas, j'ai un quad et j'ai 40 ans et c'est quoi la meilleure assurance? L'agent bancaire, il a peut-être pas la solution tout de suite. Il va peut-être te dire bah tiens, je vais me renseigner et je reviendrai vers vous. Et en fait, avec des systèmes d'intelligence artificielle, ils peuvent juste interroger le système et il aura tout de suite la bonne offre et donc se concentrer vraiment sur le client. Et en fait, ça c'est notre quotidien maintenant. On implémente en fait des processus d'intelligence un peu partout, dans la sécurité. Et quand tu prends la santé, bah, c'est un domaine comme un autre entre guillemets, même si bien sûr la santé, on sait bien que ça touche à l'humain, donc c'est toujours un peu plus délicat. Mais la santé, l'intelligence artificielle, on l'utilise par exemple dans la dermato. Quand tu veux détecter ou faire des diagnostics sur les mélanomes de la peau, eh bien, tu peux faire des photos, par exemple, de la peau et des endroits où il y a des suspicions, et on utilise des systèmes d'intelligence artificielle qui vont classer ces images-là et qui vont diagnostiquer de manière hyper efficace. On n'est pas à 100%, mais on est de l'ordre du 97% pour assurer des diagnostics. Mais je te parle de la dermato, mais c'est valable dans plein d'autres domaines. Dans le domaine de l'imagerie, quand tu fais une IRM cérébrale, eh bien détecter des cancers, détecter des pathologies. Donc c'est des domaines sur lesquels on travaille avec différents hôpitaux dans le monde. Donc on va être dans le diagnostic, on va être dans la proposition de protocoles. Tu vois, dans certaines pathologies, tu peux avoir 700 protocoles. Quand tu es un médecin, tu dois te renseigner, tu dois comprendre la pathologie et tu dois proposer un protocole. Mais 700 protocoles, alors après il y a l'expérience du médecin, faut pas nier ça. Au contraire, ma femme est médecin, elle est neurologue, donc tu vois, on a des discussions des fois très intéressantes entre nous deux, tu sais, entre celui qui est un peu techos et elle qui est vraiment médecin neurologue, tu vois. Et il y a des points où elle a raison, parce que il faut jamais remplacer l'humain. L'humain, c'est celui qui va comprendre ton contexte, son environnement. Pareil, mais le médecin a fait face à quelque chose qui est nouveau, qui est l'explosion des données. C'est-à-dire, il y a tellement d'articles scientifiques, de nouveaux protocoles qui arrivent, qu'il serait dommage de ne pas proposer les bons protocoles ou les dernières thérapies qui ont été éprouvées, testées et qui marchent à un patient. Et en fait, c'est ça que va apporter l'intelligence artificielle, c'est qu'on va être capable d'analyser un énorme ensemble de données scientifiques, des livres, des articles scientifiques, des tableaux. Tu vois, quand tu as un PDF, c'est très compliqué de lire un tableau. Ça paraît simple pour le commun des mortels, mais quand tu veux lier des tableaux entre eux dans un format PDF, c'est assez compliqué. Tu as des systèmes d'intelligence artificielle qui savent faire ça. Et donc, de suggérer le bon protocole, le bon diagnostic, le bon médicament. Et donc, c'est ça que l'on fait chez IBM, notamment au niveau de la santé et de l'intelligence artificielle. Donc, je dirais que c'est plus comme avant où c'était des cas exceptionnels, mais c'est des choses qui commencent à devenir de la routine. Tu vois, en France, par exemple, on a travaillé avec l'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur, ils utilisent en fait de l'intelligence artificielle pour modéliser les interactions entre les protéines. Alors ça paraît très théorique comme ça,
Mais en gros, c'est pour un virus, est-ce que je vais être capable de proposer des médicaments très rapidement? Non pas des vaccins forcément, mais des médicaments. Et donc, on repense un peu le modèle et la façon de faire de la recherche, qui est d'utiliser des outils d'intelligence artificielle pour accélérer la recherche. Alors, pour donner une idée à tout le monde, avant, quand tu faisais de la recherche, tu allais faire de la littérature et au petit bonheur la chance, tu pouvais tomber sur la bonne idée et donc la tester expérimentalement et éventuellement derrière, tu pouvais trouver quelque chose qui ait un impact. Et en fait, ce processus, il est un peu inversé parce qu'aujourd'hui, tu vas interroger des systèmes d'intelligence artificielle qui vont analyser toute la littérature scientifique. Tu vas pouvoir isoler les deux bonnes idées parce que tu as orienté le système et tout de suite proposer une chose. Et c'est valable dans tous les domaines. Nouveaux matériaux, je l'ai cité, mais la santé aussi, la chimie et tout ça. Et en fait, ça a pour permettre de compresser le temps et d'accélérer. Donc, pour répondre à ta question, je suis un peu vaste là-dessus, mais c'est vrai que c'est notre quotidien. Je dirais, il n'y a pas un métier où t'as pas maintenant un processus d'intelligence artificielle. Est-ce que c'est parfait partout? Non. On est toujours au début de l'histoire. Quand tu regardes l'histoire de l'intelligence artificielle, tu sais, t'as le moment où on a monté le premier laboratoire au MIT d'intelligence artificielle où on avait des grands espoirs. On voulait remplacer le cerveau humain. Tu vois, on voulait construire des intelligences artificielles qui remplacent le cerveau humain. Et en fait, tu te rends compte que les gens se sont rendus compte que c'était absolument pas possible à l'époque. Aujourd'hui, c'est quand même compliqué, hein. Mais et donc beaucoup d'investissements ont été faits pour pas grand-chose. Et dans les années 80, la même communauté, on commençait à se dire non mais attends, c'est pas le cerveau humain qu'il faut remplacer, c'est utiliser les outils d'intelligence artificielle pour des cas d'application et des cas d'usage très concrets. C'est l'émergence du machine learning, c'est l'émergence des réseaux de neurones et des choses un petit peu comme ça. Et on est passé d'une IA étroite, l'IA étroite, c'est reconnaître des chats et des chiens, si tu veux, à une IA qui est broad AI, on appelle ça. C'est l'IA plus large. C'est-à-dire qu'on va être capable d'intégrer des données structurées, non structurées, provenant de différents domaines et de les appliquer à des cas d'usage assez concrets. Et ça, on en est encore qu'au début de l'histoire, en fait. C'est-à-dire que on peut pas intégrer comme ça beaucoup de données de différents domaines et de les appliquer à n'importe quel cas d'usage. On va les appliquer à des cas d'usage très particuliers. La prochaine étape de l'intelligence artificielle, je dirais, c'est ce qu'on appelle les foundational models. C'est des modèles de fondation en français, je dirais. Je sais pas si ça se dit vraiment comme ça, mais je t'explique. C'est je prends des systèmes d'intelligence artificielle qui s'entraînent sur des données très vastes. Wikipédia, de la recherche scientifique, des publications, des vidéos, des sons, dans plein de domaines. Et je les entraîne jusqu'à obtenir un modèle qui me permet d'appliquer ce modèle-là à différents cas d'usage et dans différents domaines. C'est-à-dire qu'en fait, tu crées quelque part des systèmes d'intelligence artificielle, genre un peu universels, que tu vas appliquer à différents cas d'usage. On en est encore au début de l'histoire de ça. C'est-à-dire, c'est encore de la recherche fondamentale, mais tu peux très bien imaginer là demain, il y a déjà des prémices de ça, où quelque part tu interroges le système d'intelligence artificielle en lui disant est-ce que tu es un danger pour l'homme? Et là, tu peux avoir le système d'intelligence artificielle qui crée une dissertation ou un livre qui t'explique les différents positionnements et pourquoi et oui, etc. et peut-être donner son avis à la fin. On en est vraiment au tout début de ça. Mais ce qui va être vraiment intéressant, c'est d'utiliser ce type de modèle-là, non pas à un cas d'usage particulier, mais à différents cas d'usage. Par contre, ça va demander une puissance de calcul assez phénoménale. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, à IBM, on se dote aussi de puissance de calcul comme ça pour travailler dans les prochaines années sur ce type d'intelligence artificielle. Ouais, c'est fascinant parce que ça ouvre vraiment la porte à cette idée d'IA générale qui est en anglais AGI. Beaucoup de il y a pour s'éloigner des IA
étroite, restreinte. Et donc, oui, voilà, parce que finalement, si on compare avec l'être humain, nous sommes une intelligence générale, on est capable d'apprendre à partir de beaucoup de données très rapidement et d'appliquer ce qu'on a appris à différents domaines. Et c'est l'objectif, on va dire, pour certains chercheurs de répliquer ça sur des intelligences artificielles. Est-ce que tu penses qu'on est proche enfin, je sais pas si tu pourrais donner une petite, si c'est possible même de donner une time frame, on va dire, quand est-ce qu'on arrivera à créer une IA générale de, entre guillemets, niveau humain, même si ça veut pas dire grand chose, mais en tout cas, qui serait capable, voilà, de passer le test de Turing, par exemple, même si c'est un milestone comme un autre. Et qu'est-ce que tu penses de Gato, par exemple, récemment, de DeepMind? Alors Gaëtan, tu sais, tu parles à un neuroscientifique. Donc le neuroscientifique te dirait, tu sais, on a à peu près 86 milliards de neurones, des centaines de milliards de synapses, une structure cérébrale qui est issue de millions d'années d'évolution. À notre échelle, tu sais, c'est court, hein, des millions d'années d'évolution. Même tu prends 2000 ans, à l'échelle de l'humanité, c'est pas grand-chose. Et donc là, c'est plutôt un point de vue personnel. Hein, c'est de te dire que je pense qu'on est encore très loin. Je peux me tromper, mais je pense qu'on est encore très loin d'un système d'intelligence artificielle qui ressemblerait à une capacité humaine. Quand tu passes le test de Turing, mettons que tu as un système qui passe le test de Turing. Très bien. Tu prendrais un humain, tu le mettrais dans une salle et tu lui ferais faire en fait les opérations que fait le système d'intelligence artificielle qui passe le test de Turing. Et en fait, tu décomposerais chaque information une par une. Alors, ça lui mettrait peut-être des années à le faire, mais en fait, il décortiquerait les opérations à faire lui-même et il serait capable d'arriver au même résultat sans répondre lui-même, mais juste en suivant, on va dire, les différentes directives de l'algorithme, hein, lettre par lettre, etc., etc. Mm-hmm. Et je dirais que même si tu passes le test de Turing, ça fait pas de toi un humain. Un humain, tu éprouves des émotions, de l'amour, il y a de l'amitié, il y a une façon de raisonner, il y a un code génétique, il y a un environnement qui t'influence, il y a plein de choses à prendre en compte. Donc, je n'exclus pas ça, c'est-à-dire je ne dis pas qu'il y en aura pas, j'en sais rien, je ne serais pas capable de te le dire. Qu'il y ait des chercheurs, et nous on travaille aussi sur des systèmes autonomes, c'est-à-dire les systèmes autonomes aujourd'hui, c'est tu prends un labyrinthe et tu balances une bille qui est basée sur des algorithmes d'IA, et en fait par des systèmes de feedback, et ben tu dis est-ce que tu es capable de retrouver le chemin tout seul sans aucune assistance humaine. Bon, bah, tu as ces systèmes qui arrivent. Donc, c'est des systèmes déjà autonomes, c'est-à-dire qui n'ont pas besoin d'intervention humaine, qui apprennent par eux-mêmes, parce que c'est ça l'important aussi. C'est comment, à partir de rien, tu peux apprendre par toi-même. C'est ça qui est intéressant. Et donc, tu as des systèmes qui sont les prémices de ce que tu évoques sur l'IA générale et qui sont déjà publiés, qui sont étudiés. On a une équipe chez nous qui aussi a publié des travaux là-dessus et qui regarde ça. Mais après, le cerveau lui-même, pour moi, ça me paraît encore très très compliqué. Alors, je dis pas que on peut l'exclure. Si je te dis un chiffre, je dis bon, ok, après 2050 peut-être, tu vois. Je sais pas si je serai encore sur cette planète. Pourquoi pas, peut-être. Est-ce que avec des capacités quantiques, on sera capable peut-être de trouver des choses qu'on n'aurait pas vues avant? Peut-être. C'est encore un domaine de recherche. Et pour moi, c'est encore très loin. Il y a beaucoup d'effets marketing. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a des effets d'annonce, des choses un petit peu comme ça qui font croire qu'on a un système autonome, intelligent. Perso, je pense qu'on en est encore très loin. Mais par contre, ce type de recherche nous aide à bâtir des systèmes autonomes. Donc, c'est pas inutile. C'est-à-dire que pouvoir construire des systèmes qui vont quelque part apprendre par eux-mêmes et derrière suggérer à l'humain une meilleure façon de faire, ou un meilleur système d'apprentissage, bah, ça peut nous aider. Mais on est encore, je trouve, encore très loin. Voilà.
Après, bon, je sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui a quelque chose dont j'ai pas vu, mais tu vois, j'ai travaillé à l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Quand je vois le mal qui est le challenge que c'est pour modéliser ne serait-ce que quelques milliers de neurones, c'est-à-dire quand je dis ça, c'est par exemple calculer les trajectoires des potentiels d'action. Donc les potentiels d'action, tu sais, c'est le signal électrique qui passe de neurone en neurone à travers les synapses. Et je vois la masse de calcul qu'il faut pour déjà identifier les trajectoires de ces potentiels d'action. Je me dis, avant qu'il y ait vraiment un cerveau avec des neurones qui calculent de façon autonome comme ça, il y a encore un petit chemin. Oui, c'est vrai que la discipline d'émuler le cerveau humain, elle semble bouger très lentement par rapport à trouver des autres façons de faire de l'intelligence, parce que je me rappellerai toujours de cette phrase, je sais plus qui c'est qui l'a dit, mais en fait, on n'a pas appris à faire des avions en imitant les oiseaux. Finalement, on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas un moyen plus fondamental de faire voler des objets plus lourds que l'air? Et les avions finalement, c'est pas des espèces de mécaniques. Peut-être que l'intelligence ne sera pas basée sur le cerveau, quoi. Peut-être. Bon, je suis conscient du temps qui nous reste, et donc ben voilà, je pense qu'on va conclure ici. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je sais pas si on a tout dit. Enfin, il y a énormément de choses à dire sur ce sujet, mais on a un temps limité. Donc voilà, merci encore. Je mettrai tout ce s'il y a des liens à mettre dans la description pour ceux qui veulent aller plus loin. Bah super. Merci Gaëtan, c'était super sympa. Merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Vous retrouverez tous nos anciens podcasts sur les différentes plateformes sur lesquelles nous opérons, c'est-à-dire YouTube, Spotify, iTunes, en gros, toutes les plateformes de podcast à laquelle vous pouvez penser, on sera dessus, quoi. On est en train d'envahir le web comme ça. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner. Ça te fait toujours plaisir de savoir qu'il y a des gens qui s'abonnent. Voilà, j'arrête de blablater. Je vous dis à la prochaine. C'était Gaëtan de The Flares. Bye bye.